Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais discuter des déficits neurologiques post-ALR tels qu'on me l'a demandé. Donc, j'ai un lien d'intérêt à déclarer chez Branchet. Alors, on va commencer par les nerfs périphériques, si vous le voulez bien. Et évidemment, avant de discuter des déficits neurologiques, il faut quand même informer les patients pour obtenir leur consentement et leur dire que clairement, heureusement c'est très rare, en particulier quand les déficits sont permanents, comme vous le voyez sur la ligne du dessous. On est à 1 pour 10 000, 1 pour 100 000 en fonction des blocs qui sont réalisés. Et par contre, effectivement, les neuropathies transitoires sont de l'ordre du pourcentage beaucoup plus fréquentes, mais heureusement résolutives. Donc ça, c'est important à avoir en tête pour la consultation pré-anesthésique et informer le patient de la possibilité de survenue de ces neuropathies. Alors, heureusement, les neuropathies, je vous l'ai dit, après LR sont rares. C'est des complications qui sont source d'anxiété tant chez le patient que chez le praticien, même si la plupart des déficits sont peu sévères et seront totalement régressifs dans le temps. Le problème, c'est que c'est très difficile de savoir si le déficit auquel on doit faire face va régresser ou pas. Et donc, je vous engage à être très prudent dans ce que vous direz concernant le pronostic chez ces patients. Donc, le plus important, c'est bien sûr identifier la complication, la repérer, et repérer en particulier celles qui vont nécessiter une imagerie en urgence, une évaluation neurologique ou neurochirurgicale, celles qui peuvent bénéficier d'un traitement, de celles qui vont simplement être suivies avec des soins palliatifs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va essayer de traiter les symptômes et on ne fera pas grand-chose de plus, mais ce sera déjà quelque chose qui soulagera le patient, avec une prise en charge antalgique et fonctionnelle. Et étant donné l'enjeu médico-légal des neuropathies post-procédurales, bien sûr, une approche rigoureuse et structurée est nécessaire avec une traçabilité. J'insiste là-dessus, c'est très important. Je crois qu'on en reparlera dans le topo suivant. Lorsqu'une neuropathie est suspectée, la première question donc à se poser, c'est de savoir s'il y a une origine curable à cette complication. On en reverra ça pour les anesthésies loco-régionales périmédulaires. Une anticoagulation ou une tendance au saignement peut être à l'origine d'une neuropathie sur le nerf périphérique, comme c'est le cas par exemple d'un hématome rétropéritonéal avec une atteinte du plexus lombosacré ou d'un hématome périneural qui peut être responsable d'une atteinte d'un nerf isolé. Et il faut penser bien sûr à la possibilité d'un saignement qui nécessitera l'imagerie en urgence, un scanner ou une échographie, qui nécessitera selon les cas d'antagoniser l'anticoagulation et éventuellement d'aller aborder le nerf chirurgicalement pour le libérer de cet hématome et que le nerf puisse respirer, récupérer une fonction. De même, l'hypothèse d'un syndrome compartimental doit être prise en charge. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être éliminées rapidement. En plus de la difficulté à identifier la complication neurologique, s'ajoute le nombre croissant de patients que nous avons et que nous prenons sur un mode ambulatoire et l'implication anesthésique post-opératoire est nécessairement plus courte dans le temps, ce qui réduit les chances de diagnostiquer ces neuropathies avant la mise à la rue du patient. Et c'est souvent par l'intermédiaire du chirurgien qui voit le patient à distance de l'intervention qu'on va être informé, le cas échéant, parce que ce n'est pas toujours le cas, d'une neuropathie qui éventuellement peut être liée, pas toujours heureusement, et souvent ce n'est pas le cas, à l'anesthésie loco-régionale qui a été réalisée. J'aime bien cette étude parce que c'est une étude qui s'est intéressée aux neuropathies qui sont de longue durée, entre guillemets, c'est plus de 10 jours, c'est pas très long comme durée, mais ça permet d'identifier un certain nombre d'étiologies. Et je voudrais insister avec vous aujourd'hui sur ces 6 cas indéterminés. Vous voyez, en bas, il y a 6 sur 20 neuropathies qui durent plus de 10 jours après un bloc périphérique qui sont d'origine indéterminée. Ça, c'est un vrai problème. Assez souvent, on n'a pas d'étiologie pour pouvoir étiqueter la neuropathie. Et puis à côté, vous avez des neuropathies qui sont liées à l'anesthésie loco-régionale, 3 sur 20, des neuropathies liées à la chirurgie, 7 sur 20. Donc vous voyez qu'il faut quand même raison garder, comme dirait un politique. Et puis vous avez d'autres types de neuropathies, et on reverra un petit peu la neuropathie inflammatoire, parce que c'est une neuropathie sur laquelle on peut intervenir. À gauche, vous avez le nombre de patients sur la gauche et puis la résolution partielle ou complète de la neuropathie de plus de 10 jours qu'ils ont présentée. Vous voyez, je pense que la flèche on la voit, oui. Vous avez une résolution complète pour moins de 10 patients sur les 20, une résolution partielle pour un certain nombre d'entre eux. On a des perdus de vue ici et on a d'autres diagnostics. Donc
Ça montre bien finalement que le pronostic et la récupération complète doivent être discutés. Donc, déterminer l'étiologie d'une neuropathie post-opératoire est souvent difficile du fait de la nature multifactorielle des signes neurologiques. Juste pour un petit focus sur ces neuropathies inflammatoires post-chirurgicales, ce sont des neuropathies qui se distinguent par leurs caractéristiques spatio-temporelles eu égard au site opératoire et au temps chirurgical, ainsi que par leurs particularités radiologiques. Parfois, ces neuropathies inflammatoires, vous savez, c'est des neuropathies qui sont un peu patchy, on n'arrive pas, c'est pas un territoire bien calqué sur le territoire nerveux sur lequel l'anesthésie loco-régionale a été faite. Et donc, ces neuropathies inflammatoires et mécaniques sont parfois difficiles à distinguer. Et on peut être amené, c'est exceptionnel, moi j'en ai jamais vu honnêtement, à faire des biopsies nerveuses pour montrer l'origine inflammatoire avec des atteintes microvasculaires et de l'ischémie. Mais ce qui est intéressant, en tout cas là-dedans, et vous le voyez sur le schéma de droite, c'est que lorsque on met une thérapeutique adaptée, eh bien, vous voyez en trait plein, eh bien, il y a une régression des signes neurologiques, en ordonnée ici, entre avant le traitement et après traitement, alors que quand il y a l'absence de traitement, en pointillé, vous voyez que la récupération est nettement moins importante. Donc, ces neuropathies inflammatoires, il faut les garder un petit peu dans le coin de la tête parce qu'elles sont peut-être accessibles finalement à un traitement qui peut améliorer les patients. Vous avez ici l'évolution naturelle de la récupération d'un nerf après une neuropathie. À gauche ici la force musculaire, à droite la sensation. Première observation, vous voyez que c'est des récupérations qui mettent un certain temps à récupérer. C'est important parce que on parlera de consolidation des patients éventuellement, ou en tout cas d'une fin de l'évolution de la neuropathie au bout de 18 mois seulement pour un nerf périphérique. Et vous voyez qu'on va ici, quand c'est un bloc de conduction, la résolution est très rapide. Si c'était pas un bloc de conduction, on va avoir une espèce de diffusion des distales de la partie distale de l'axone, une hypertrophie des fibres musculaires et une régénération axonale pour ce qui est de la force musculaire. Et ici, au niveau sensoriel, on a une redistribution de la fonction sensorielle avec des overlaps des territoires nerveux qui sont adjacents et une récupération axonale assez tardive. Donc, quand les patients souffrent de trauma nerveux sévères, ils doivent être adressés à un chirurgien spécialisé de façon assez précoce parce que les chirurgiens n'aiment pas aller sur un nerf périphérique pour essayer de voir ce qui se passe. Mais en revanche, s'ils décident de le faire, c'est dans les 6 mois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Si un chirurgien intervient sur un nerf périphérique qui est l'objet d'une neuropathie, il sera très réticent à y aller, et 2, s'il doit y aller, c'est dans les 6 mois. En même temps, donc, le pronostic d'une récupération spontanée lorsqu'elle survient est habituellement meilleur que celui secondaire à une réparation chirurgicale. Ça vous explique pourquoi les chirurgiens sont réticents à intervenir sur un nerf périphérique. Je ne parle pas évidemment de ce qu'on a discuté initialement avec un saignement, avec des choses qui sont faciles à traiter chirurgicalement. Alors, quand est-ce qu'il faut faire l'EMG ? L'EMG précoce permet à la fois de s'assurer qu'il n'y ait pas de neuropathie préexistante et puis d'observer un bloc de conduction. Il faut attendre 3 à 4 semaines si on veut voir une dégénérescence valérienne. Ça donnera des informations quant à au type d'atteinte neurologique. L'EMG de 2 à 3 mois donnera des informations utiles sur la récupération ou l'absence de récupération. Et c'est important puisque vous savez que la repousse nerveuse est de 1 mm par jour. Et donc, encore une fois, si on doit intervenir, c'est dans les 6 mois. Et puis les EMG seront répétés avec un espace de plus en plus important. Vous savez que les EMG, ce n'est pas quelque chose de particulièrement agréable pour les patients. Non seulement il faut les adresser à quelqu'un qui fait de l'EMG, qui sait ce que c'est que l'EMG, qui va faire un EMG bilatéral, comparatif, avec des informations cliniques que vous lui aurez données qui seront précises pour avoir quand même, malgré le fait que cet examen soit inconfortable, des informations cliniques qui soient utiles. L'EMG n'est pas le seul élément qui peut permettre d'observer ce qui se passe, la récupération, le pronostic. L'IRM est également, l'imagerie est utilisée. Par exemple, chez l'enfant, l'EMG, c'est même pas en rêve, comme dirait l'autre. C'est donc il va falloir utiliser d'autres moyens. Et on a de plus en plus d'informations qui sont données par l'IRM. Donc, ce sont 2 examens complémentaires qu'il faut considérer pour essayer de suivre l'évolution. Quels sont les freins au diagnostic d'une neuropathie post-opératoire ? La sédation, l'analgésie post-opératoire qui va venir masquer un certain nombre de signes,
Avec l'ALR, en plus, on s'attend à avoir des symptômes dans le territoire concerné par le bloc nerveux, la méconnaissance des patients qui présument qu'il est normal d'avoir des signes neurologiques, la restriction des activités des patients en post-opératoire qui va retarder le diagnostic, les pansements, les plâtres, les drains, tout ça va éventuellement rendre difficile l'identification de la neuropathie. Quand est-ce qu'on demandera une consultation neurologique? Quand le déficit neurologique est sévère, quand il y a un retentissement fonctionnel, quand la neuropathie est progressive, qu'elle continue à progresser, quand elle est multifocale ou difficile à localiser, quand elle concerne un territoire d'une région qui est hors celle qui a été bloquée ou d'une région connue pour être concernée par la compression nerveuse, quand la douleur est sévère, disproportionnée, quand il y a un retour à la fonction neurologique de base après la chirurgie et que la neuropathie va se développer dans les suites. La gestion de la douleur neuropathique, c'est très grossier. Je ne suis pas un spécialiste de la douleur chronique et je pense que ceux qui s'occupent de douleur chronique sauront mieux que moi le traitement de la douleur chronique. Évaluer la douleur, bien sûr, c'est l'étape numéro 1. Prescrire les agents de première ligne, antidépresseurs tricycliques de seconde génération, gabapentine, prégabaline, l'idocaïne en topique, qui peut être seule ou associée à d'autres agents, les thérapies non pharmacologiques qui prennent bien sûr leur place, les opiacés qui peuvent être également utilisés associés à d'autres agents. On réévalue dans une troisième étape, on poursuit si c'est nécessaire, on considère l'ajout d'autres agents et vous comprenez rapidement quand on est anesthésiste non spécialisé dans la prise en charge des douleurs qui vont devenir des douleurs chroniques, il faut absolument adresser le patient à un centre antidouleur. Non pas le lâcher au centre antidouleur, rester le chef d'orchestre, mais l'adresser à des praticiens qui sauront au mieux prendre en charge ces douleurs. Ça, c'était pour le nerf périphérique. Pour ce qui est du rachis, là, les neuropathies rachidiennes, pareil, il faut également s'adresser aux patients pour leur expliquer que heureusement, la neuropathie rachidienne est exceptionnelle. Ça varie en plus en fonction des patients auxquels on s'adresse. Ce ne sera pas la même fréquence chez une femme enceinte par rapport à une personne âgée, évidemment, pour des raisons qu'on pourra regarder après. Ce que je voudrais discuter avec vous, c'est qu'on a encore à SOS ALR des histoires qui ressemblent à des traumatismes médulaires qui sont liés donc à des rachianesthésies qui sont faites avec un cône médulaire qui va être traumatisé par l'aiguille. Je vous rappelle cette publication de Felicity Reynolds qui avait montré que dans les cas où il y avait eu ce traumatisme médulaire, un traumatisme du cône médulaire, là ici il y avait de la douleur pour les 6 cas ou les 7 cas même qu'elle montrait. Il y avait une douleur lors de la ponction, donc la discussion sur est-ce que je fais des rachis ou est-ce que je fais des péridurales sous anesthésie générale, il faut faire très attention parce que quand même si c'est mauvaise spécificité, mauvaise sensibilité, la douleur c'est quand même un signal qui est intéressant d'avoir à l'oreille parce que si vous devez injecter après que vous avez déjà une douleur au passage de l'aiguille, vous n'allez pas injecter. Si vous avez absence de douleur, vous allez injecter, vous allez continuer éventuellement à aggraver la lésion du cône médulaire, créer une cavité syringomyélique et avoir des ennuis neurologiques sévères pour ces patients. Donc, c'est important. Ici, vous avez les formations de ces cavités syringomyéliques que vous voyez ici sur l'IRM. L'IRM est l'examen radiologique majeur pour tout ce qui est neuropathie après une anesthésie loco-régionale centrale. C'est fondamental. Vous le savez, on a tendance à piquer plus haut qu'on ne le pense. En plus, avec les variations anatomiques de la partie inférieure de la moelle épinière, sur les rachis des uns et des autres, eh bien, on pique souvent trop haut et on peut avoir, alors que on n'a pas l'idée initialement de la hauteur du point de ponction, on peut avoir des ponctions accidentelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est détecter les anomalies anatomiques. On peut le faire, c'est rare, moi j'en ai jamais vu, mais vous avez une très belle photo ici d'un ligament jaune qui est déhiscent, c'est-à-dire que vous n'allez jamais sentir quand vous faites une péridurale, par exemple, le passage du ligament jaune, et vous allez aller beaucoup plus loin. Là, avec la péridurale, vous êtes en face des structures nerveuses et de la moelle en particulier, et donc vous pouvez avoir des traumatismes médulaires qu'on identifiera. Et puis il faut bien sûr repérer le niveau échographique auquel on peut ponctionner avec un éco-repérage avant la rachianesthésie par exemple, le sacrum, et on compte chacun des différents niveaux L4, L5, S1, L4, L5, et on monte
pour savoir à peu près, enfin en tout cas mieux que par la palpation, quel est le niveau de ponction exactement là où on va introduire l'aiguille. Et puis, pour résumer le trauma médulaire, il faut utiliser au mieux l'écourpérage pour l'anesthésie péridurale et l'arachy-anesthésie. Et puis si on ne peut pas utiliser l'écourpérage pour des raisons XY, l'arachide sera toujours abordé au niveau de l'espace le plus inférieur possible. Quand on parle de neuropathie après les anesthésies loco-régionales centrales, vous savez que le sténose du canal rachidien est quelque chose qu'on redoute. Il y a eu de la littérature là-dessus, il n'y a rien de démontré, c'est comme d'habitude, il n'y a pas suffisamment d'études pour le dire, mais on sent que les gens qui ont une sténose du canal rachidien sont probablement des gens qui vont avoir une incidence plus élevée de neuropathie après une anesthésie loco-régionale centrale. Vous voyez qu'il y a plein de raisons d'avoir un canal rachidien réduit. C'est une diapo que j'ai tirée d'Anne Benamou au cours de discussion SOS-ALR. On peut avoir un canal rachidien réduit par des hypertrophies du ligament jaune, ici par exemple, une hypertrophie facétaire, une hernie discale, une dégénérescence du corps vertébral. Alors vous allez me dire, les dégénérescences du corps vertébral chez les patients âgés, il y en a plein, évidemment. Il faut se dire que quand le rétrécissement du canal rachidien ne parle pas au niveau symptomatique, on peut se dire que finalement, il n'est pas si important que ça. En revanche, dès qu'il y a des petits symptômes, là, il faut faire très attention et éviter probablement les anesthésies périmédulaires chez ces patients-là. Donc ça, c'était un focus sur la sténose, le rétrécissement du canal rachidien. Après, on peut avoir un certain nombre de choses qui vont venir comprimer la moelle épinière. C'est listé ici. Bon, les tumeurs, on ne va pas en parler. Les abcès, on va en parler très rapidement. L'hématome périmédulaire, on va en parler parce que c'est important de à la fois prévenir et traiter ces choses-là. Vous avez un certain nombre de choses qui peuvent entraîner des neuropathies après une anesthésie loco-régionale centrale. Alors, quand on s'intéresse justement aux hématomes et aux abcès après rachis-anesthésie ou péridurale, eh bien, il y a plusieurs choses à observer. La première, c'est que les signes que vous aurez, majoritairement, c'est à la fois de la douleur, des déficits sensitifs et des déficits moteurs, mais vous aurez aussi absence de douleur parfois dans 30% des cas. Ici, c'était une étude assez intéressante de 647 cas qui a été publiée assez récemment et qui montre bien qu'on peut un peu tout avoir, l'absence de symptômes dans 2% des cas, les douleurs qui sont isolées, l'absence de douleur, le déficit sensitif isolé, le déficit moteur isolé. En gros, tout signe anormal doit vous faire évoquer la présence d'un hématome périmédulaire. On peut faire du traitement conservateur, c'est-à-dire ne pas intervenir chirurgicalement, mais ça, c'est pas à nous de décider, c'est avec les neurochirurgiens qu'on doit décider. Mais pour les patients qui ont des symptômes qui sont pas très importants, on peut s'abstenir d'intervenir chirurgicalement. En revanche, ce qui est certain, c'est que lorsqu'il y a une indication à la chirurgie, plus vous attendez, plus on aura un déficit neurologique persistant. Donc en gros, vous voyez qu'il faut que le patient, quand il y a une nécessité d'une indication chirurgicale, il soit opéré dans les 12 heures après le premier symptôme. C'est très important. Et vous voyez que ici, évidemment, plus on attend, plus le score neurologique est défavorable. Donc cette attitude-là est très importante, c'est-à-dire qu'il faut absolument tenir compte de ce délai réduit pour pouvoir prendre en charge ces patients. Ici, même étude qui avait montré que à la fois l'intensité des symptômes que vous allez observer et à la fois le délai de prise en charge chirurgicale sont deux facteurs extrêmement importants dans le pronostic. Ici, la même chose, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, on peut faire des choses une fois qu'on a suspecté un hématome périmédulaire après une péridurale, eh bien, il va falloir essayer de faire que le temps soit compté. Et par exemple, vous allez arrêter une péridurale si elle est en route, et vous allez voir ce qui se passe, vous mettez le chrono en route et vous allez vous donner un certain temps d'observation. Si après l'arrêt de la péridurale et un certain temps qui s'est passé, il n'y a pas de régression des signes, vous allez aller à l'imagerie. Et à l'imagerie, même chanson, il va falloir gagner du temps, c'est-à-dire que c'est une imagerie qui va être ciblée sur l'endroit où vous pensez qu'il y a l'hématome périmédulaire, avec un nombre de clichés réduits pour aller au plus vite et faire en sorte que cet examen ne dure pas extrêmement longtemps. On peut faire du scanner pour aller rechercher un hématome périmédulaire, mais l'absence au scanner d'hématome périmédulaire n'élimine pas l'hématome périmédulaire. Vous serez obligé d'aller à l'IRM après. Donc faites bien attention à ça. Et autant qu'à faire, puisque vous avez en tête
qui a éventuellement un hématome périmédulaire. Si vous envoyez l'IRM, enfin le patient pour une IRM à l'extérieur, essayez de l'envoyer dans un endroit où il va pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale d'évacuation de son hématome. Ce n'est pas la peine de l'envoyer dans un établissement où effectivement on va faire l'IRM, mais il n'y aura personne pour lui ouvrir le rachis si jamais il y a besoin de le faire. Vous perdez beaucoup de temps et là, le patient aura un pronostic qui va se dégrader. Autre chose qui est intéressant, c'est les ischémies de la moelle épinière qui sont associées ici avec des hypotensions dites contrôlées. C'était en 2012, c'est un papier assez ancien, mais comment on fait venir ici la péridurale ou la rachianesthésie, mais surtout la péridurale, quand on associe une anesthésie générale à une péridurale analgésique, on a parfois des retentissements hémodynamiques qui sont relativement importants. Bon, maintenant, on est tous sensibilisés au fait qu'il faut surtout pas faire trop il faut pas aller en dessous de 65 mm de mercure de pression artérielle moyenne de façon générale. Mais il faut savoir que on a effectivement d'abord ici, vous voyez que l'autorégulation de la moelle épinière, elle est calquée sur l'autorégulation du cerveau, que deuxièmement, l'artère qui va être sensible à l'ischémie, c'est l'artère antérieure sur la moelle épinière, et cette artère-là, elle n'a pas de collatéral, et donc dès lors qu'elle va souffrir, la moelle va souffrir. Donc ça, c'est important. Effectivement, quand on fait une rachie ou une péridurale, on ne va pas, avec l'aiguille, atteindre l'artère qui est devant. On peut éventuellement avoir des blessures vasculaires, qu'elles soient veineuses ou artérielles, sur la partie postérieure de la moelle épinière, mais on n'aura pas l'atteinte de l'artère antérieure de la moelle épinière. Mais c'est quelque chose qui peut arriver après, encore une fois, une hypotension importante et une ischémie. On reconnaît en général ces atteintes de l'artère spinale antérieure par les caractéristiques sémiologiques, puisque vous voyez qu'ici, on a une atteinte bien particulière qui sera complètement distincte d'autres atteintes. Donc, la sensibilité, l'observation de la sensibilité vous montrera l'atteinte plus ou moins importante de la proprioception, qui est ici en postérieur, donc elle ne peut pas être atteinte avec une atteinte de l'artère vertébrale antérieure, et donc on arrive comme ça à savoir exactement de quel territoire il s'agit, donc de quelle artère. Ça, c'est très important. Alors, ces patients nécessitent une IRM en urgence pour détecter les modifications ischémiques, ceux qui sont suspects d'ischémie médulaire, même si ces modifications peuvent ne pas être visibles avant 24-48 heures. Il ne faut pas hésiter à renouveler l'IRM. Alors, pourquoi on fait quand même des IRM précoces? Parce qu'on veut éliminer une étiologie qui serait curable chirurgicalement rapidement. Il n'y a pas de traitement efficace et le pronostic est sombre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les patients. Pour ceux qui survivent, la qualité de vie est souvent affectée par des troubles vésico-intestinaux et des problèmes de mobilité, évidemment. On peut avoir également des abcès rachidiens, comme vous le voyez ici sur cette image. Alors là, c'est pareil, la symptomatologie d'un abcès rachidien, elle varie. Souvent, on a une douleur isolée, une espèce de sensibilité au niveau du point de ponction. On peut avoir des troubles sensitifs également. C'est un petit peu différent de ce qu'on observe pour l'hématome périmédulaire, mais ça y ressemble. C'est des douleurs qui surviennent plutôt dans les jours qui suivent l'anesthésie loco-régionale, des douleurs un peu insidieuses, avec donc des douleurs lombaires, radiculaires, un malaise, une fièvre, des troubles sensitivomoteurs, on l'a vu tout à l'heure. Ces patients doivent avoir une attitude qui est extrêmement interventionniste en termes d'antibiothérapie. Il faut essayer évidemment de pouvoir identifier le germe avant de traiter, mais c'est des malades qu'il faut traiter en urgence, c'est important, et qui auront une antibiothérapie qui sera de longue durée. Là encore, c'est l'IRM qui va vous aider. Il faudra bien sûr s'aider des infectiologues pour savoir quel est le traitement le plus approprié. Et ici, on a souvent du staphylocoque, qui n'est pas forcément un staphylocoque gentil. Donc tout ça nécessite bien sûr une attitude tout à fait adaptée. La méningite, c'est un autre problème qui peut également survenir.
son cortège de symptômes, vous les connaissez. Souvent, on retrouve des streptocoques viridans qui étaient en fait au niveau de l'oropharynx de l'anesthésiste. Alors, il peut avoir porté son masque, mais si son masque, évidemment, est au niveau de son cou, ça ne va pas être très efficace pour éviter, quand il parle d'envoyer des postillons avec des germes éventuellement sur le dos de la patiente dont il s'occupe. Et donc, tout ça est extrêmement important à respecter. Vous savez que un masque facial, il est efficace pendant un quart d'heure à une demi-heure. Donc, en gros, il faudrait le changer à chaque patient si on était vraiment consciencieux. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. On voit bien qu'en pratique, c'est pas ce qui se passe dans les blocs opératoires. Et donc, la méningite, c'est également une urgence à traiter, avec une mortalité qui n'est pas nulle et qu'il faut absolument prendre en compte. Voilà, en gros, il y a ici un résumé de ce qu'on vient de dire sur à la fois les blocs périphériques et les blocs centraux. Et si une question en particulier pour les blocs centraux, c'est est-ce que les corticoïdes sont utiles ? La réponse est non, ils ne sont pas utiles et ils peuvent être même délétères. Donc la corticothérapie n'a pas beaucoup d'intérêt, même si beaucoup de praticiens mettent en route cette corticothérapie, sachant que de toute façon, dans certains cas, l'attitude thérapeutique ou la possibilité thérapeutique qu'on a est très limitée. Ce que je crois qu'il faut retenir également, c'est qu'il ne faut pas être les derniers à informer de l'existence d'une neuropathie périphérique. Ça, c'est fondamental, surtout pour les nerfs périphériques, pour les blocs périphériques, pardon. Il faut savoir investiguer un déficit neurologique. Il faut éliminer les urgences chirurgicales. C'est fondamental qu'il s'agisse du nerf périphérique ou des anesthésies locorégionales centrales. Le pronostic est souvent imprévisible et c'est encore une fois difficile de s'engager auprès des patients pour leur dire s'ils récupéreront ou pas. Il faut accompagner le patient dans son parcours de soins, l'adresser aux bons thérapeutes qui vont s'occuper d'eux et prendre en charge cette douleur qui est une douleur chronique et les problèmes de rééducation et les problèmes psychologiques qu'il y a autour de ces patients. La prévention reste au premier plan. Vous avez bien compris que on est souvent démunis dans la prise en charge thérapeutique et donc il faut savoir s'aider et faire de la prévention pour éviter que ces complications surviennent. Et ici, c'est un petit tableau qui résume à la fois pour le nerf axial à gauche, où on voit pour l'hématome périmédulaire, pour l'abcès ou pour l'atteinte directe de la moelle épinière, quelles sont les attitudes à avoir. Et à droite, ici, pour les nerfs périphériques, quelle est l'attitude à avoir. C'est un résumé de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.